Ça prend juste un peu de temps. Ah, voilà. Je vérifie juste si ça marche bien. Et après, on peut se lancer. Hop. Ça, il y a toujours un petit temps de décalage. Ah, voilà. On est en direct, c'est bon. Et du coup, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir. Je vais présenter un petit peu le live, comment ça va se passer. Donc merci Anaïs déjà d'être avec nous, donc qui est bénévole à Ruel et qui est aussi avocate en droit pénal au barreau de Strasbourg. Elle se présentera un petit peu plus en détail par la suite. Comment ça va se passer? Donc, on a reçu quelques questions pour le live. Donc, on a pas mal de questions déjà qui ont été posées. Et puis, sentez-vous libre aussi de mettre des questions directement dans le chat. Donc, on les verra et Anaïs y répondra. Donc, du coup, qui je suis, c'est peut-être bien aussi de me présenter. Donc, je suis Tiffany, la présidente de Ruel. Et écoute, Anaïs, je te laisse te présenter dans un premier temps. Merci Tiffany, merci beaucoup de m'avoir conviée à ce live Facebook et j'espère surtout que vous m'entendez bien et que nous arriverons à braver les problèmes techniques ce soir. Merci à Ruel également pour votre action de manière générale qui est en train de faire bouger les choses, en tout cas à Strasbourg. Et donc, comme tu l'as dit, je suis avocate, j'exerce principalement en droit pénal, en droit de la famille, en droit des mineurs également. Et depuis quelques années maintenant, surtout en défense des parties civiles, des victimes de violences conjugales, des victimes d'agressions sexuelles, de viols, et également les mineurs qui sont victimes. Mais également, pour les mineurs, c'est vrai que j'assiste aussi des mineurs qui sont aussi de l'autre côté, qui peuvent être dans la délinquance. Donc voilà les domaines d'intervention qui sont les miens depuis maintenant 8 ans à peu près au barreau de Strasbourg. Et merci encore de m'avoir proposé cet entretien, puisque je trouve que le plus important, c'est effectivement que l'information circule, puisque c'est une grande lacune peut-être, la plus grande, c'est le défaut d'information. Donc merci à Ruel de faire circuler cette information. Super, merci pour ta présentation. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous entendez bien dans le chat, s'il y a le moindre problème, on essaiera de résoudre tout ça. J'essaierai de résoudre tout ça. On peut enchaîner sur les premières questions qui nous ont été posées. Donc, Anaïs, en quoi non, n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi, excuse-moi. En fait, quelle est la différence entre une porter plainte et poser une main courante? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de victimes souvent qui se contentent d'une main courante en pensant que ça a les mêmes effets qu'une plainte et c'est pas le cas. Une main courante, c'est plus un signalement qui va être fait en fait aux forces de l'ordre et qui peut constituer un moyen de preuve d'une situation à un moment donné, du fait en fait qu'une victime ou une personne a vécu telle situation, en tout cas a informé les services de l'ordre de ce qu'elle a vécu à un moment T. Mais ça reste un signalement, donc il n'y a pas d'obligation, ça ne va pas déclencher en fait des poursuites contre l'auteur des faits. Ce qui déclenche des poursuites, c'est la plainte pénale. Donc, si vous êtes victime de violences, d'agressions sexuelles, de violences conjugales ou autres, moi, je vous conseille vraiment de porter plainte pour que le parquet se saisisse de l'affaire, mène une enquête et que l'auteur des faits soit poursuivi. Et la main courante, ça va pas suffire. Et je sais bien que dans certains commissariats, certains policiers vont avoir un peu de tendance à dire aux victimes de ne faire qu'une main courante. Pourquoi? Alors, je veux pas lancer des accusations, mais bon, bref. En tout cas, voilà. Moi, si vous êtes victime d'une infraction pénale, portez plainte pour que les faits soient poursuivis. C'est vrai que le fait de faire une main courante, ça reste quand même un signalement. Je vous donne un exemple très très concret. Des fois, je comprends qu'on n'ose pas porter plainte pour X raisons et qu'on n'ose pas franchir ce pas. On va dire que la main courante, c'est déjà une première étape. Et il y a pas longtemps, j'ai une victime de violence conjugale à qui j'ai conseillé de porter plainte au vu de ce qu'elle m'a dit. C'était vraiment caractérisé. Et elle a quand même pas osé pour plein de raisons. Peur, voulait pas mettre son compagnon dans des difficultés, peur peut-être d'assumer le fait de porter plainte. Bon, elle a fait une main courante, mais au vu des faits qui ont été signalés, le policier a quand même
remonté l'information au procureur de la République, et le procureur de la République est revenu, on va dire, à demander aux policiers de rappeler cette dame pour lui demander quand même, au vu des faits, si elle voulait pas porter plainte. Donc le procureur a insisté pour qu'elle porte plainte. Finalement, elle l'a pas encore fait. Elle pourra le faire plus tard. Le fait de faire une main courante et pas de porter plainte tout de suite, ça vous empêche pas de pas porter plainte plus tard, quand vous serez prêt ou prête. Mais voilà, s'il y a un conseil que je peux donner ce soir, si vous hésitez entre les deux en vous disant que les conséquences sont les mêmes, non, les conséquences ne sont pas les mêmes. Portez plainte. Si vous êtes victime d'une infraction pénale, il faut porter plainte. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci pour cette réponse. Alors, juste pour information, moi, c'est un peu robotique chez moi, donc si j'ai un petit temps de décalage, c'est normal, mais je crois que vous vous entendez bien, donc c'est le principal. On passe à la deuxième question. À partir de quel acte je peux porter plainte? Est-ce que, par exemple, pour une main aux fesses, on peut porter plainte? Est-ce que pour des insultes dans la rue, on peut porter plainte? Voilà. L'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on on a le droit de porter plainte, qu'est-ce qui caractérise, en fait, une infraction, tout simplement. Alors, c'est une question j'essaie de faire des réponses un peu courtes parce que on pourrait en parler des heures. Mais déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne portez pas la responsabilité de la qualification pénale. Vous n'êtes pas des juristes, vous n'avez pas fait une fac de droit, vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas policier. Donc, c'est pas à vous de vous dire est-ce que l'infraction elle est bien caractérisée, est-ce que j'ai le droit de porter plainte. Vous avez toujours le droit de porter plainte. Et après, c'est au procureur de faire le tri. Soit effectivement, ça ne relevait pas d'une infraction, il va classer sans suite. Soit ça relève d'une infraction et il va poursuivre. Mais c'est pas à la victime de se creuser la tête et de cogiter pendant 3 heures en se disant mince, est-ce que c'est bien une infraction? Mais je comprends qu'on se pose la question, mais ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien à aller porter plainte pour des faits finalement qui ne relèvent pas d'une infraction pénale. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez eu le sentiment, et je crois qu'on est voilà, on n'est pas bête, ou on sait très bien que quand quelque chose s'est passé et que c'est pas normal, eh bien, on est juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous vous faites insulter dans la rue, vous vous rendez bien compte que c'est pas normal et que ça mérite. Et bien sûr, ça mérite. C'est une infraction pénale. Les injures publiques, c'est une infraction pénale. Maintenant, on a l'outrage sexiste, effectivement, qui vient de rentrer en vigueur et qui concerne toutes ces paroles ou bien ces comportements dans la rue qui peuvent être porter atteinte à la dignité et être désobligeants, plus que désobligeants, mais porter atteinte à la dignité, qui sont là en vue d'humilier en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle ou autre, c'est des infractions pénales. La main aux fesses, c'est encore plus grave que ça. La main aux fesses, c'est une agression sexuelle. La main aux fesses est une agression sexuelle, c'est condamné jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 avec circonstances aggravantes ou plus. J'ai récemment, et tu le sais, Tiffany et Ruel le sait, représenté des parties civiles à un procès le 3 novembre où il y avait effectivement eu des mains aux fesses. L'auteur a été condamné pour agression sexuelle. Donc, par surprise. Donc, c'est un des éléments, effectivement, qui peut être retenu. Donc oui, la main aux fesses, bien entendu, c'est pas anodin du tout. À partir du moment où on vous touche une partie qui est sexuée, les seins, les fesses, le sexe, en plus, c'est une agression sexuelle. Si c'est sans votre consentement et si c'est fait ou par violence ou par contrainte ou par surprise, c'est une agression sexuelle. Donc bien sûr, vous pouvez porter plainte. Donc moi, je dirais, si vous avez subi quelque chose qui vous paraît pas normal et qui vous choque et qui a des répercussions, n'ayez pas peur d'aller porter plainte. Au pire, j'ai envie de dire, effectivement, l'infraction n'est pas caractérisée, ça vous ne pouvez pas le savoir et on vous le reprochera pas. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Est-ce que on a une question aussi qui est assez intéressante, c'est est-ce que mon adresse, mes coordonnées, mon identité sont communiquées à la personne contre laquelle je porte plainte? Ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça fait peur parfois. Je pense que ma réponse va vous faire un petit peu peur. Je vais vous dire oui et non. C'est-à-dire que quand vous portez plainte, bien entendu, vous allez comment ça se passe? Vous allez à la police ou gendarmerie qui prend effectivement vos coordonnées, votre nom et votre profession et qui va prendre votre plainte. Cette plainte,
elle va faire l'objet de poursuites. Donc, l'auteur va être, s'il est retrouvé, aussi auditionné. Et si les éléments, effectivement, l'infraction est suffisamment caractérisée et qu'il y a assez de preuves pour qu'il soit renvoyé devant un tribunal, l'affaire va être renvoyée. Jusqu'à ce stade, on ne donnera pas votre adresse, ni peut-être même votre identité à l'auteur. C'est possible quand même qu'on lui donne votre identité parce que si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous comprenez bien que quand on va l'interroger, si je ne sais pas, c'est votre voisin, on va quand même lui dire que c'est la voisine qui l'accuse de viol, par exemple. Donc, c'est important pour recevoir sa parole et pour l'auditionner et pour avoir sa version des faits de dire quand même qui c'est. Sinon, on peut pas faire l'enquête. Donc déjà là, bien sûr, si vous portez plainte, il y a un risque. Enfin, c'est fort probable que quand même votre identité soit donnée pour que la personne puisse s'expliquer sur les faits. Et après, quand c'est renvoyé devant un tribunal, la plainte de la victime, l'audition aussi du gardé à vue, du futur prévenu, tout ça est dans le dossier, ce qu'on appelle le dossier pénal, qui est au tribunal et qui pourra, en fait, au moment où la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou bien à l'instruction, ou enfin chez un juge d'instruction ou plus tard même aux assises, ce dossier va pouvoir être consulté par l'avocat des parties. Donc l'avocat, effectivement, va voir par les parties. Bon, l'avocat va avoir accès, effectivement, à votre adresse et à vos coordonnées. Les avocats ne communiquent même, enfin en défense, ils communiquent pas les adresses à leurs clients. Quand vous êtes avocat d'un prévenu ou d'un accusé, je vois mal, alors peut-être que voilà, je vois mal un confrère communiquer l'adresse exacte de la victime qui a porté plainte. Après, lui communiquer l'identité, il va le faire pour son client puisse se défendre. C'est pas possible de se défendre si on ne sait pas qui vous accuse non plus. Donc, j'ai envie de vous dire oui et non. Il se peut effectivement, et puis après, il se peut quand même. Alors, et autre élément aussi, puisque j'ai des clients qui m'y ont fait, d'ailleurs, m'ont fait remarquer ça il y a pas longtemps, c'est que quand le prévenu va être convoqué, les parties civiles sont aussi indiquées sur sa convocation. Et alors, non, je me demande si sur la convocation du prévenu il y a les adresses des parties civiles, mais c'est possible. Donc, je comprends et je sais que les victimes sont très apeurées par ça. Après, je voudrais tout de suite vous dire qu'il existe des procédures aussi pour éviter les représailles, qui sont d'ailleurs en matière d'agression sexuelle et autres pas forcément, je pense, courantes. Mais quand même, je comprends cette peur qui est présente. Déjà, le tribunal, quand il va juger la personne, peut donner une interdiction de contact. Ça veut dire que si la personne, le prévenu et après le condamné, vous contacte malgré une interdiction de contact, contacte la victime, c'est un délit supplémentaire. Donc, il peut être jugé à nouveau pour violation de l'interdiction de contact. Et le contact, ça peut être par tout moyen. Ça veut dire se présenter à son domicile, mais ça veut aussi dire lui téléphoner, lui envoyer un texto, voire même sur les réseaux sociaux, essayer de l'aborder avec d'autres profils, etc. J'ai même eu une victime qui était abordée par le mise en cause, en tout cas, via Vinted. Vous connaissez l'application de vente de vêtements? Il s'était servi de cette application en se disant ça, les policiers verront jamais que je la contacte par Vinted parce que c'est tellement éloigné des méthodes de communication normales que en fait, il lui envoyait des messages comme ça et c'est quand même une violation de l'interdiction de contact et il a été placé en détention pour violation du contrôle judiciaire. Donc bon, voilà, il y a des moyens qui existent pour se protéger. Si vous avez peur, si vous vous sentez menacé, à la moindre menace, vous pouvez. Il y a des choses qui se. Alors, en matière de violence conjugale, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'ordonnance de protection aussi. Mais ça, c'est vraiment réservé aux violences conjugales ou peut-être où c'est là où il y a le plus de risques effectivement de représailles plutôt qu'un inconnu dans la rue. C'est dans le domaine du couple ou de l'ex-couple. Et là, vous pouvez demander aussi au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection avec une interdiction de contact si la personne est votre concubin ou ex-concubin et qu'il vous menace de commettre des violences, vous pouvez demander une ordonnance de protection. Il y a pas mal quand même de systèmes pour protéger les victimes.
qui existent. Mais je comprends que la question puisse effectivement faire peur. Ça marche. Bah écoute, merci. D'ailleurs, on commence à avoir quelques questions dans le chat, donc surtout n'hésitez pas aussi à rebondir sur ce que dit Anaïs Avec si vous plaisir. avez d'autres questions. Je ne les vois pas, moi, les questions, donc n'hésite pas à me les je te envoyer la si donne jamais. tout de suite, la question. Alors, désolée s'il y a un petit décalage. Moi, j'ai un petit bug, je pense, chez moi. Est-ce qu'il existe en France une liste de délinquants sexuels et est-ce qu'elle est rendue publique comme aux États-Unis? Alors, il existe effectivement un fichier des délinquants sexuels, le FIGES, qui est, à mon sens, qui est pas public, mais qui est consultable par les forces de l'ordre. Donc, si justement vous allez porter plainte contre quelqu'un qui vous a mis justement une main en fesse dans la rue, si cette personne a déjà été condamnée pour quelque chose, alors déjà, s'il a déjà été condamné, les policiers le verront parce que c'est quelque chose qu'ils vérifient systématiquement quand il y a un dépôt de plainte et ils verront aussi si cette personne est inscrite sur ce fichier. Ok, ça marche. Et c'est systématique quasiment en matière d'infraction sexuelle, l'inscription. Désolée, il y a un petit bug. T'en prie. Je pense que c'est bon. On va passer à la question suivante, du coup. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a un bug ou quoi. Prochaine question. Est-ce que je risque une condamnation ou une amende si, suite à ma plainte, il y a procès et que l'accusé gagne? Alors, s'il y a un procès, c'est déjà que la justice a considéré que qu'il y avait des éléments à charge. D'accord? S'il n'y a aucun élément à charge, il y a un classement sans suite de la plainte. À partir du moment où c'est renvoyé déjà devant un tribunal et qu'il y a un procès, c'est que déjà la justice considère qu'il y a des éléments, en tout cas, que la parole de la personne qui a porté plainte est à prendre en considération. Le fait que le prévenu ou l'accusé soit relaxé ou acquitté, ça ne veut pas dire que la justice considère que vous avez menti. Ça, c'est très important parce que c'est très difficile à vivre, je sais, pour les victimes quand il y a une relaxe du prévenu ou un acquittement. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense que vous mentez, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a pas assez de preuves. Généralement, ça va être ça. Et ça, on y reviendra, je pense, sur les questions de la preuve. Mais donc non, il ne va pas y avoir de poursuite avant ton rencontre parce que finalement, la personne a été relaxée ou acquittée. Après, ce qu'il peut faire, cette personne, le prévenu ou l'accusé, c'est effectivement porter plainte lui aussi pour dénonciation calomnieuse. C'est son droit s'il considère que votre plainte était mensongère. Alors, c'est rarement, je vais vous dire honnêtement, c'est rarement poursuivi parce que justement, si une personne est relaxée ou même s'il y a un classement sans suite, c'est qu'on n'a pas assez d'éléments pour déterminer qui dit la vérité. Mais si on n'a pas assez d'éléments pour dire que la victime dit la vérité, on n'a pas assez d'éléments non plus pour dire qu'elle ment. Donc, pour autant, l'auteur va pas être poursuivi peut-être ou va être relaxé, mais pour autant, ça ne veut pas dire que la victime ment. Donc, il n'y aura pas non plus assez d'éléments de preuve pour la condamner à dénonciation calomnieuse. Les dénonciations calomnieuses, ça va être qui vont être condamnées, poursuivies et condamnées, ça va vraiment être dans les cas, par exemple, où la victime, ce qui peut arriver d'ailleurs, va reconnaître finalement qu'elle a menti parce qu'elle voulait se venger, parce que X raison. Et si elle reconnaît ou s'il y a une preuve autre qu'elle a menti, des témoignages ou bien voilà. Et bien là, il y a un risque de dénonciation calomnieuse. Si vous êtes vraiment victime d'une violence ou autre et que vous, en toute bonne foi, vous avez déposé plainte, vous n'avez pas de risque d'être condamné. Voilà, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de ça en tout cas. Alors, désolée si je suis encore un petit peu à la ramasse parce que moi j'ai un petit bug chez moi. Du coup, on a plusieurs questions. On a Charlotte qui nous demande est-ce que la personne contre laquelle on dépose une main courante en est informée? Bonne question. Je suis pas sûre qu'elle soit informée, non. Non, je suis pas sûre qu'elle en soit informée. Alors, je suis pas sûre à 100%, mais vu qu'il n'y a pas justement la main courante, c'est vraiment je signale une situation et en fait, en gros, ils font rien derrière, à moins que ce soit vraiment quelque chose de très grave où ils vont quand même prévenir effectivement le parquet qui va s'auto-saisir comme il peut le faire ou en demandant à la personne de porter plainte.
Mais à mon sens, j'espère ne pas dire une bêtise, mais non, je pense que la personne n'est pas informée. Après, il peut arriver, s'il y a vraiment une situation, par exemple, conflictuelle, où les policiers vont venir peut-être, suite à la main courante, vraiment quand ça part complètement en cacahuète, par exemple des violences, même au-delà des violences, mais des conflits de voisinage, il se peut que la police se déplace pour essayer de faire les médiateurs, hein, calmer les différents litiges. Et dans ce cas-là, ils peuvent peut-être dire effectivement qu'il y a une main courante qui a été posée. Mais sinon, à mon sens, non, il n'y a pas d'information à l'auteur des faits sur la main courante. Ok. Du coup, on passe à la question suivante. Est-ce qu'il est possible de porter plainte sans passer par la police? Oui, vous pouvez porter plainte directement auprès du procureur de la République. Donc, si vous habitez à Strasbourg, ce sera le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Strasbourg. Et vous lui écrivez une lettre, tout simplement, pour porter plainte. Et c'est vrai que ça permet de passer, quand vous avez peut-être trop peur de vous rendre physiquement au commissariat, ou bien que vous avez peut-être, j'anticipe un peu peut-être sur les questions, mais vous avez eu une mauvaise expérience au commissariat d'un policier qui n'a pas voulu prendre votre plainte en compte, ou vous avez senti tout simplement que le feeling passait pas du tout. On peut passer un peu outre cette étape et écrire directement au procureur de la République. Un simple courrier. Ok, ça marche. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on avait aussi d'autres questions à ce niveau-là et ça permet aussi, pour celles qui ont une mauvaise expérience, de pouvoir quand même avoir des recours. Du coup, prochaine question de Meg qui nous dit, dans le cas de violence conjugale, si on demande un éloignement ou une interdiction de contact, est-ce qu'il y a un acquittement et qu'il y a un acquittement, pardon, y a-t-il un autre recours pour ne pas avoir de représailles de la part de cette personne? Oui, je veux bien voir la question parce que j'ai pas tout compris. Alors, il y a deux façons d'avoir une interdiction de contact. Soit vous l'avez au pénal, c'est-à-dire parce que quand il y a des violences conjugales et que vous avez porté plainte, l'auteur des violences va être normalement, et c'est généralement le cas, poursuivi et renvoyé devant un tribunal. Et le tribunal donc correctionnel ou éventuellement la cour d'assises si c'est des crimes plus graves type viol conjugal, va pouvoir prononcer cette interdiction de contact. Si il est relaxé, acquitté devant la cour d'assises, vous pouvez aussi, vu que c'est des violences conjugales, comme je disais tout à l'heure, spécifiquement pour les violences conjugales, saisir un juge aux affaires familiales qui peut délivrer cette interdiction de contact, même si l'auteur des faits n'a pas été condamné ou a été relaxé. Si c'est pas une condition en fait d'avoir été condamné pour avoir une interdiction de contact auprès du juge aux affaires familiales dans cette procédure d'ordonnance de protection. Ce qu'il faut prouver pour avoir cette ordonnance de protection, ce sont des menaces de violence, des menaces qui semblent réelles de violence. Donc, par exemple, des textos, je vais te tuer, tu vas voir, je vais te faire ta peau, etc. Bon, normalement, ça va être, si vous avez des textos comme ça va être aussi être condamné par le tribunal, mais disons que ça suffit pour avoir une ordonnance de protection. Il faut avoir des menaces de violence ou avoir subi des violences. Si vous arrivez à les prouver, vous pourrez avoir cette ordonnance de protection, quand bien même il pourrait être relaxé au pénal. Je précise qu'il n'y a pas en France, parce que beaucoup de gens me parlent de mesures d'éloignement. Ça, c'est un truc des séries américaines un petit peu, je pense. En France, on ne parle pas de mesures d'éloignement. C'est vraiment une interdiction de contact. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'on puisse plus, l'auteur peut plus vous appeler, vous approcher. Donc, et il peut y avoir effectivement, alors ça c'est au pénal, des interdictions de séjour, par exemple, si vous habitez une commune, je sais pas, Agno par exemple, le tribunal pourra condamner la personne à ne plus aller à Agno. Ce qui permet aussi de souffler, d'éviter, parce que ça, j'en ai eu des dossiers où il y avait une interdiction de contact, et en fait, le type était tout le temps, il allait à l'école en même temps qu'on cherche les enfants, histoire d'eux. Donc, il était à 10 mètres, mais il était tout le temps là, il passait tout le temps. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'une interdiction de séjour dans la commune, ça peut être bien pratique aussi.
D'accord. Et par exemple, on parlait de preuves tout à l'heure, donc ça peut être des textos, ça peut être des Oui. mails, des preuves écrites. Est-ce que Ah ça peut oui. être des preuves orales, si jamais il y a eu un enregistrement ou s'il y a des témoins? Est-ce que ça peut être des photos, par exemple, de coups? Ça peut être tout ce que tu viens de dire. D'accord. C'est exactement, la preuve est libre en matière pénale. Tout ce que tu viens de citer, ce sont des preuves. Et c'est clair que les menaces, par exemple, typiquement, le fait que ce soit, par exemple, des menaces de mort par écrit, ça constitue tout de suite l'infraction, même si c'est qu'une fois, enfin, même si c'est une menace, la menace de mort par écrit, l'infraction est constituée. Donc ça doit être, enfin, l'infraction est constituée. Ils doivent condamner, à mon sens. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'excuse possible, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Donc les écrits, les textos, bien entendu, les mails et ce que tu as dit, les enregistrements, c'est, même si c'est pas très loyal au civil, ça passerait pas dans un divorce ou autre, mais au pénal, si on arrive à enregistrer, oui, ben c'est bien. Les témoignages d'autres personnes qui ont pu assister à la scène, les photos, bien entendu. Si vous avez reçu des coups, il faut pas hésiter à prendre les photos des traces que ça peut laisser. Certificat médical, c'est un peu la reine des preuves en matière de violence. Alors, quand vous allez porter plainte, généralement, si vous portez plainte tout de suite après les faits et que vous êtes toujours encore marqué, on va vous faire voir un médecin légiste qui est le médecin vraiment habilité pour constater les différents coups que vous avez reçus, les hématomes, et pouvoir justement après se prononcer s'ils sont compatibles, les coups que les traces, si les traces, en fait, les hématomes que vous avez sont compatibles avec votre version des faits. Hein, si vous dites, si vous avez des traces de strangulation et que vous dites effectivement que vous vous êtes fait étrangler, ben le médecin légiste va dire que c'est compatible. Il va donner aussi une ITT, une interruption temporaire de travail, et c'est une ITT pénale, donc c'est vrai que c'est plus strict, on va dire, que l'ITT que va vous donner votre médecin généraliste. Donc c'est cette ITT du médecin légiste qui va être retenue quand la personne va être envoyée devant un procès, pas celle de votre médecin généraliste, parce que le médecin légiste, lui, il a vraiment on va dire, des grilles et de l'expérience et la compétence pour déterminer ça. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir votre médecin généraliste pour qu'il vous fasse un certificat médical. Certificat médical, c'est vrai que c'est vraiment la reine des preuves en matière de violence. D'accord. Et c'est vrai que c'est super important, en fait, de savoir que la preuve audio est acceptable, parce que souvent, on dit, enfin, voilà, peut-être qu'en civil, c'est pas forcément le cas, mais on C'est dit pour ça. souvent que non, ça sert à rien, en fait. Si. Ben, c'est parce qu'on a cette idée de la loyauté de la preuve, effectivement. En matière civile, vous pourriez pas produire un enregistrement enregistré sans que la personne s'en rende compte. Moi, j'ai déjà vu pour des ordonnances de protection, notamment aussi le fait de filmer le monsieur qui venait juste devant l'appartement, et donc ma cliente avait filmé à sa fenêtre qu'il était tout le temps là. J'ai une consoeur qui m'avait raconté son histoire où le monsieur est carrément venu mettre le feu au jardin de sa cliente, et pareil, elle avait filmé, elle a produit aussi les vidéos, hein, ce sont des preuves, bien sûr, oui, oui. Ah, et il y a aussi, j'y pense, euh, des fois on pense qu'on n'a aucune preuve et que c'est juste notre parole, mais à Strasbourg, il y a quand même beaucoup de caméras. Alors, il faut avoir un peu de chance parce que des fois, elles filment pas du côté où on aimerait que ça filme, ou elles sont pas forcément, ou bien elles ont pas bien vu la scène captée, mais il y a quand même beaucoup de caméras. Donc des fois, le fait de porter plainte, même si vous pensez que c'est juste votre parole contre la sienne, si ça se trouve, il y a une caméra qui a filmé les choses. Donc il faut pas hésiter pour ça à porter plainte non plus. Et c'est pour ça aussi, je comprends très bien que dans beaucoup de domaines, agression sexuelle, viol, c'est difficile de porter plainte tout de suite parce que il faut le temps de digérer ça, et souvent même les victimes portent plainte des années après. Mais bien entendu, plus vous allez porter plainte vite après les faits, et plus il sera facile pour les services de police de trouver des preuves. Je vous parle des caméras. Les caméras, je crois que ça reste 3 jours. Les enregistrements, c'est 3 jours après les faits qu'on peut y avoir accès, et après c'est effacé. Donc il faut être assez rapide. Les hématomes, les certificats médicaux, les hématomes, ça va se constater quelques jours, une semaine, peut-être un mois suivant la gravité des faits, mais après ça disparaît. Les tests ADN en cas de viol, ou si
ou même en cas d'agression dans la rue, si l'auteur vous a touché votre sac à main, ou on peut peut-être penser à faire des prélèvements. Donc, plus vous allez agir vite, porter plainte rapidement, et plus la preuve sera facile, sera moins difficile, on va dire, à trouver. D'accord, ok, ça marche. Bon, on a Romane qui nous pose la question, à partir de quel moment on peut porter plainte ou poser une main courante. Et on y a répondu tout à l'heure, Romane, au tout début. Si on peut faire juste en une phrase, peut-être Oui. un petit récap. Bah, à partir du moment où tu t'es senti, comment dire, victime de quelque chose, tu peux porter plainte. C'est pas à toi de te demander si c'est caractérisé ou pas. C'est à la police, au procureur. Donc, si toi tu as senti quelque chose qui t'a paru pas normal dans la rue, et je pense que il faut arrêter de prendre les femmes, notamment pour des débiles, qui savent pas faire la différence entre une blague un peu lourde et vraiment un outrage sexiste où elles se sont senties, ou bien une agression sexuelle ou autre. On est quand même pas débile. On sait faire la différence. On le ressent dans notre chair et dans notre tripes entre les deux. Donc à partir du moment où tu sens que ce qui s'est passé n'est pas normal, il y a une forte chance que ce soit une infraction, puisque les infractions justement sont faites pour caractériser les faits qui ne devraient pas en société se passer. Donc voilà, n'hésite pas il faut pas hésiter. Et je sais, par exemple, pour les mains aux fesses, justement par rapport au procès que j'ai eu il y a pas longtemps, les victimes ont tardé à porter plainte, et c'est grâce notamment, on en reparlera peut-être, mais à l'appel à témoins sur les réseaux sociaux, qui a permis effectivement d'encourager aussi les victimes à porter plainte, parce qu'elles se disaient, est-ce qu'une main aux fesses, moi je l'ai très mal vécu, je me suis sentie agressée, je me suis sentie humiliée, mais est-ce que je peux porter plainte pour ça? Elles se sont posées cette question. Effectivement, c'est quand d'autres filles ont témoigné sur Facebook qu'elles ont compris, parce qu'elles ont eu de l'information, comme on est en train de le faire ce soir, que oui, c'est une agression sexuelle. Donc, c'est pas à vous, j'ai pas répondu du tout rapidement, mais c'est pas à la victime d'essayer de comprendre si c'est une infraction. Ça, c'est à la police, au procureur. Donc, si vous sentez quelque chose de pas normal s'est passé, allez porter plainte. Ça marche. Au moins, c'est toujours bon de C'est le clair. rappeler. Voilà, piqûre de rappel. Voilà. À quoi sert la pré-plainte en ligne? Alors, la pré-plainte en ligne, j'avoue que j'ai pas trop utilisé encore, mais en tout cas, ça permet d'écrire les faits, peut-être que c'est plus facile de le faire de chez soi, sur un ordinateur, plutôt que d'attendre 3 heures au commissariat, parce qu'il y a beaucoup d'attentes au commissariat généralement. Ça va vous permettre de déjà d'écrire les faits. Vous allez recevoir après une convocation au commissariat pour avoir des questions supplémentaires, ou bien signer votre plainte. Donc ça vaut, c'est une manière aussi de peut-être de braver un peu cette peur d'aller au commissariat, de porter plainte. Ça peut être une bonne chose, je pense, pour certaines personnes. Ouais, et la pré-plainte aussi, on peut seulement faire une pré-plainte contre X, par contre. D'accord, mais moi j'ai pas encore trop, j'avoue, j'ai pas encore trop utilisé je suis à l'ancienne, moi. Je conseille toujours quand même d'aller au commissariat, où on fait la plainte directement au parquet, mais bon, pourquoi pas, si vous avez des retours, hein, les unes et les autres, ou les uns et les autres, hein, d'ailleurs, ne soyons pas réducteurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Bah, la pré-plainte, pour le coup, pour tout ce qui est violence de rue, quand on ne connaît pas l'agresseur des faits et qu'on a peut-être un peu peur d'aller au commissariat et attendre 3 heures, comme tu disais, ça peut être aussi une bonne... Enfin, ça peut être quelque chose de bien, en fait, hein, une bonne Oui, option. je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Et ça évite aussi de passer, de tomber sur quelqu'un, un policier pas très sympa, etc. Même si je vous rassure aussi, les choses sont en train d'évoluer. Il y a quand même de policiers qui sont très sympas et très à l'écoute, et de plus en plus formés. Bon, mais ça peut arriver. Il faut pas être dans le déni. Ça peut arriver de tomber sur quelqu'un d'un peu mal luné. Mais il y a des moyens de passer outre, comme je vous l'ai dit. On écrit direct au parquet. On va voir un avocat. Ouais. On y viendra après, du coup. Je te laisse parler. J'ai une autre question. Non, mais il n'y a pas de souci. J'ai une autre question. Dans quel sens, selon vous, évolue la législation française en matière de violence conjugale, et j'irais même jusqu'à violence sexiste aussi, hein, de manière globale, sexiste et sexuelle, en eu égard du droit comparé? Alors, au droit comparé, je ne sais pas ce que c'est. Alors, merci Liam pour cette question. Sur le droit comparé, malheureusement, je vais tout de suite botter en touche.
vu que je ne fais pas voilà, je sais pas forcément, enfin, j'exerce pas dans les autres pays, donc je peux pas vous dire précisément ce qu'il en est dans les autres pays à ce sujet-là. Si ce n'est que, par exemple, l'outrage sexiste, je sais que ça existait déjà aux Pays-Bas et je crois peut-être en Belgique. Donc, moi, je pense qu'il y a une évolution, effectivement, de la législation française en matière de violence conjugale, mais c'est pas tant la législation française qui évolue. Parce que même si on en revient à cet outrage sexiste, je vais être un petit peu critique sur ce texte. Je pense, et c'est pas mauvais, mais que ça relève peut-être un peu plus d'un coup de com', à mon sens, qu'une réelle avancée. Parce que finalement, quand vous faites justement, vous avez une main aux fesses, ou vous avez une injure, ou vous avez une insulte dans la rue, ou quelqu'un qui vous agresse, finalement, il y avait déjà des infractions qui permettaient de condamner ces faits-là. Maintenant, ce qui est en train d'évoluer, plus que la législation, c'est vraiment la parole. C'est pas c'est pas du flanc là, balance ton porc et MeToo. Ça a vraiment changé les mentalités. Et je le constate. Et les réseaux sociaux et ces appels à témoins que Ruel, par exemple, fait également, c'est ça qui est en train de faire changer les choses. Parce que l'arsenal législatif, très honnêtement, on l'avait déjà et on l'a déjà. Mais ce dont on manque, c'est qu'on incite les victimes à porter plainte et que ce soit poursuivi. Et je crois que maintenant, oui, c'est poursuivi. Les violences conjugales sont très poursuivies à Strasbourg. C'est pas du tout écarté comme peut-être ça l'était, moi je sais pas, il y a quelques années. Il y a une évolution des mentalités qui est en train de se faire. Vraiment grâce à cette parole qui est plus libre des victimes. Et les femmes osent porter plainte et osent dire, ben non, en fait, j'ai pas à subir une main en fesse dans la rue, je suis pas d'accord, c'est une agression sexuelle et je vais porter plainte. C'est ça qui change, à mon sens. Et c'est vraiment, je le sens, c'est vraiment en train de changer. On est en train de vivre des années assez historiques, je pense. Et c'est très bien. Quelque chose de positif, c'est quand même bon à prendre. Bah, bien sûr. Du coup, je continue les questions qu'on avait reçues en amont. Comment on porte plainte sans preuve, entre guillemets, c'est-à-dire quand on a juste sa parole? Est-ce qu'on peut porter plainte et comment on fait en fait? Comment ça se passe? Je comprends, ouais, c'est une très très bonne question. Et j'ai envie de... C'est assez délicat. Alors, moi, bien sûr, vous pouvez porter plainte juste avec votre parole. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, peut-être que votre parole, elle suffit. Je vous explique pourquoi. Si vous décrivez notamment un viol, par exemple, mais de manière très circonstanciée, et que votre discours, il est cohérent, ça peut suffire, votre parole, si elle est jugée crédible. Alors, en matière de viol, en plus, vous allez avoir une expertise psy qui va être faite au niveau de l'enquête, une expertise psy de la victime, une expertise psy de l'auteur, qui peut permettre aussi de déterminer si la victime est crédible et si l'auteur est crédible. Et du coup, des fois, quand c'est parole contre parole, on peut se retrouver avec une victime qui est très crédible et un auteur qui ne l'est absolument pas parce que justement, ça se voit clairement qu'il est en train de mentir, parce qu'il va se contredire tout le temps dans son audition, parce que l'expertise psy va révéler qu'il est, outre qu'il a des tendances perverses et autres. Donc voilà, il y a autre chose, comme je vous disais, il y a les caméras aussi qui peuvent des fois aider pour certaines agressions. On pense qu'on a juste notre parole et finalement ça a pu être filmé. Et il y a aussi le fait que vous n'êtes peut-être pas la première victime des faits. Donc, si vous portez plainte, peut-être que quelqu'un d'autre a déjà porté plainte contre cette personne, mais en fait, il n'y avait pas assez d'éléments, donc sa plainte a peut-être été classée. Ben, cette plainte, elle va ressortir, ou peut-être que quelqu'un va porter plainte après vous. Et c'était le cas justement aussi là de ce procès le 3 novembre vous en avez peut-être entendu parler, contre ce photographe qui abordait les jeunes femmes et qui commettait des agressions sexuelles. C'est le fait aussi d'avoir fait un appel sur les réseaux sociaux et que plusieurs victimes se sont reconnues dans ce comportement et qu'elles aient porté plainte à plusieurs, qui a fait qu'il a pu être poursuivi. Donc, n'hésitez pas. Alors, encore autre chose, c'est qu'il se peut aussi que vous portiez plainte, que l'auteur soit placé en garde à vue et qu'il avoue et qu'il reconnaisse les faits. C'est aussi une possibilité. Tous ne mentent pas. Certains, une fois placés en garde à vue, quand on leur présente les faits, reconnaissent les faits. Ça arrive aussi.
Donc c'est pas anodin, c'est pas inutile, pardon, de porter plainte quand il y a juste votre parole. Après, il est vrai, et je préfère le dire, il peut se passer, votre plainte peut être peut-être classée sans suite pour défaut de preuve. C'est une éventualité qui est difficile à vivre, mais je dirais qu'il ne devrait pas vous limiter, vous empêcher de porter plainte. C'est une possibilité parce qu'effectivement, et c'est important aussi, en France, on ne, heureusement, quelque part, qu'on ne condamne pas que sur la parole d'une personne. C'est aussi pour ça qu'on est un État démocratique, c'est qu'il y a des enquêtes et que le doute profite effectivement à l'accusé, et en cas de doute, quand il y a un trop gros doute, la personne n'est pas poursuivie ou est relaxée. Mais voilà, ça ne doit pas vous empêcher cette perspective de porter plainte, parce que peut-être, voilà, pour toutes les raisons, je ne vais pas me répéter, mais pour toutes les raisons que j'ai invoquées, c'est peut-être pas peine perdue. Ouais, et en fait, finalement, si on faisait tout ça, C'est ça ça. permettrait aussi de déclasser certaines affaires et finalement de ces auteurs-là d'être condamnés. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce photographe dont je parlais, ça fait 10 ans qu'il opère. Heureusement qu'il y a une jeune fille qui a finalement s'est dit, bah, maintenant je vais porter plainte et je vais faire un témoignage sur Facebook, et d'autres ont porté plainte, mais ça fait 10 ans moi je suis sûre qu'il y a des centaines de victimes. Enfin, voilà, je veux pas maintenant diffamer non plus, mais j'ai ce sentiment, il y a peut-être d'autres personnes qui sont concernées, et parce que personne n'a jamais porté plainte, eh bien, il n'a pas été poursuivi. En tout cas, pour ces 4 jeunes femmes-là, ça a été important qu'une fasse le premier pas et porte plainte. Ouais, et ça, c'est important de le rappeler. On a plein de questions, du coup, par rapport notamment à la légitime défense. Comment user de la légitime défense? À quel degré? Et donc, je rebondis aussi avec Agathe qui repose la question qui est un petit peu liée. A-t-on le droit d'avoir des bombes au poivre? Alors, la légitime défense, elle doit être proportionnée. Voilà la règle. C'est-à-dire que pour une claque, vous pouvez en gros donner une claque pour vous défendre, ou si vous êtes en train de vous faire agresser, vous pouvez mettre tous les moyens à votre disposition pour vous protéger, mais il faut que ce soit proportionné, c'est-à-dire que ça n'aille pas plus loin, que ce soit pas plus grave que ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous faites insulter, je vais prendre un exemple vraiment ubuesque, mais si on vous traite, je sais pas, de sale pute dans la rue, parce que c'est des choses qu'on entend, vous ne pouvez pas casser la figure à l'auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit proportionné. Et c'est bien le problème, enfin, dans l'affaire Jacqueline Sauvage, justement, si on veut en parler, c'est pour ça qu'elle a été condamnée, c'est que on a considéré que le fait de tuer son époux, malgré le fait qu'il y ait eu des violences conjugales pendant des années, était une réponse qui ne rentrait pas dans la légitime défense, parce que c'était disproportionné, parce que elle aurait effectivement eu peut-être d'autres. Je suis pas du tout en train de porter un jugement moral sur l'affaire, mais c'est ce qui a été considéré en tout cas par la cour d'assises, qu'elle aurait eu d'autres moyens que de tuer pour répondre à ces violences. Donc la légitime défense, c'est se défendre de manière proportionnée. Alors je sais que dans l'urgence, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais voilà, ne pas tuer quelqu'un pour une insulte, ça va être ça. On peut pas dire que c'est de la légitime défense. Et sur les bombes au poivre, j'avoue que je suis pas au fait, je vais être tout à fait honnête du fait qu'on ait le droit ou pas d'en utiliser. Je suis pas sûre qu'on puisse, mais je veux pas vous dire vous donner d'erreurs. Je ferai la recherche, je veux bien le mettre sur le Facebook de Ruelle dans quelques jours, mais je veux pas vous dire de bêtises. Ça marche. Bah, écoute, merci. On continue les questions. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, j'ai porté plainte pour harcèlement ou agression. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, ce qui se passe après, c'est qu'il va y avoir une enquête. Donc, soit vous savez qui c'est et la personne va être convoquée, va être auditionnée. Si vous savez pas qui c'est, il va y avoir une enquête, c'est-à-dire, voilà, voir si les caméras, voir s'il y a eu des témoins, des choses comme ça. Si finalement l'enquête apporte assez de preuves qu'on retrouve la personne suivant ses déclarations et autres, il sera, si l'infraction est caractérisée, parce qu'il y a assez de preuves qui démontrent que ça s'est bien passé, il sera renvoyé
devant un tribunal. Et ça va dépendre de la... Alors, tu m'as dit harcèlement et... Dans la question, c'était harcèlement ou agression. Ah, voilà, bon, alors harcèlement ou agression, ça sera renvoyé devant le tribunal correctionnel. Les délits, c'est le tribunal correctionnel. Les crimes, donc viol, les viols, voilà, ça va être la cour d'assises. D'accord. Alors si c'est une affaire qui est vraiment complexe, par exemple ou bien un crime, en cas de viol, ce sera renvoyé dans un premier temps chez un juge d'instruction qui va faire une enquête encore plus importante. Ça va durer un petit peu de temps, hein, l'enquête. Et c'est vrai que les enquêtes peuvent durer. Alors des fois c'est très rapide et c'est vrai souvent quand l'auteur a un casier judiciaire important et qu'il y a des violences qui sont commises et qu'on arrive à avoir une preuve assez tangible, l'auteur peut même passer en comparution immédiate et être jugé tout de suite après sa garde à vue. Ça c'est typiquement pour les violences conjugales. Si l'auteur a déjà été condamné, qu'il recommet des violences, madame vient, ou monsieur d'ailleurs, avec un œil au beurre noir, la personne va être potentiellement tout de suite jugée à l'issue de sa garde à vue. Ok. J'ai une question. Alors attends, hop. Vais-je forcément voir mon agresseur lors de la procédure judiciaire? Alors, non si vous ne le souhaitez pas, mais c'est possible. C'est-à-dire, ça va être possible à plusieurs moments de la procédure. Ça va être possible en garde à vue. Justement, c'est bien de poser cette question parce que ça me fait rebondir souvent dans les affaires où c'est parole contre parole. Au stade de la garde à vue, donc quand l'auteur présumé, et l'auteur présumé plutôt le mis en cause en tout cas est placé en garde à vue, il va y avoir, si c'est parole contre parole, une confrontation qui va être proposée, ordonnée par le procureur de la République, c'est-à-dire que on va confronter les dires des uns et des autres. Donc ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que la victime peut refuser. Elle peut refuser la confrontation si elle a trop peur, et souvent c'est parce qu'elle a trop peur de recroiser son agresseur. Donc là, j'ai envie de vous faire une petite information aussi là-dessus. En tant qu'avocat, je ne peux que vous conseiller d'accepter cette confrontation. Et je vais vous rassurer sur ce qu'est une confrontation. Une confrontation, c'est pas on laisse la victime et l'agresseur dans une salle et allez-y, faites un débat et on détermine qui c'est qui dit la vérité. C'est pas comme ça que ça se passe. Les deux personnes sont convoquées, agresseur, victime, et ils vont être dans la même salle, effectivement, mais souvent les policiers vont organiser la salle pour que les regards ne puissent pas se croiser. Alors ils vont souvent mettre l'agresseur devant et la victime un peu derrière sur une chaise pour que l'agresseur ne puisse pas voir la victime. Et de toute façon, ils vont interdire à l'agresseur de prendre à partie, de parler ou de regarder la victime. Donc ça, il faut vraiment vous rassurer là-dessus. Et c'est le policier qui va poser des questions, tant à la victime qu'à l'agresseur. Et c'est pas des questions de l'agresseur à la victime entre eux. Non, il n'y a pas de débat entre les deux. C'est vraiment le policier qui pose des questions à chacun et chacun répond au policier. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Et là où ce que je dois vous dire aussi, c'est que vous avez le droit en tant que victime à ce stade de la confrontation d'être assisté par un avocat, ce qui peut quand même rassurer aussi d'avoir un avocat à ses côtés. Moi, ça m'est arrivé effectivement en confrontation. D'ailleurs, j'étais enceinte de 8 mois, j'étais entre les deux, plus ou moins, donc je faisais tampon. Et voilà, je faisais le rempart aussi physique quelque part, psychologique pour que ma cliente se sente plus en sécurité. Donc ça, c'est un moment de la procédure où vous allez peut-être voir votre agresseur. Et bien sûr, il y a le procès auquel vous êtes convoqué en tant que partie civile et l'agresseur est là aussi. Vous n'êtes pas obligé en tant que partie civile d'aller à votre procès. Vous pouvez vous faire représenter par un avocat. Vous pouvez d'ailleurs même pas vous constituer partie civile. Constituer partie civile, ça veut dire demander à être partie à la procédure pour pouvoir avoir accès au dossier et demander des dommages et intérêts aussi. Donc vous n'êtes pas obligé de venir. Et certaines victimes sont tellement apeurées qu'elles ne viennent pas et elles préfèrent effectivement que l'avocat y aille seul. Là encore, moi je conseille toujours à mes clients de venir quand même au procès. Et parce que c'est comme en garde à vue, vous n'allez pas vous parler directement, vous serez un peu à part, vous n'êtes pas obligé de regarder l'agresseur, le juge va vous poser des questions à vous et également du coup au prévenu, mais il n'y a pas de dialogue entre vous, donc c'est difficile, mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand la victime vient, c'est mieux aussi que le juge puisse voir
la réaction de la victime et l'impact que, justement, même la peur qu'elle peut ressentir. C'est important que le juge voit ça. Moi, je conseille quand même toujours aux gens de venir à leur procès et même peut-être que plus tard, ils seront heureux d'être venus à leur procès, d'avoir fait face une dernière fois. Mais c'est pas une obligation. D'accord. Voilà. Et du coup, une question me vient aussi, est-ce qu'il vaut mieux être partie civile? Ah oui, ben, si vous avez porté plainte, il vaut mieux se constituer partie civile parce que, effectivement, comme je vous le disais, ça donne accès à la procédure. Donc, vous pourrez, via votre avocat, avoir une copie du dossier pénal, savoir ce que la personne a raconté et dans ses auditions, voir s'il a pu mentir, s'il a pu dire la vérité. Ça vous permettra de voir toute l'enquête qui a été faite et ça permet bien d'être convoqué le jour de l'audience et de pouvoir exprimer, déjà de pouvoir vous exprimer à la barre, de donner votre version, de vous exprimer si vous le souhaitez. Encore une fois, c'est pas une obligation, et de demander des dommages et intérêts. Et là aussi, je sais que c'est toujours délicat. Moi, souvent, les victimes ne veulent pas demander de dommages et intérêts parce qu'elles ont peur qu'on pense, que le juge pense que c'est que pour l'argent. Et bon, moi, ça, c'est mon rôle d'avocat de demander pour mes clients parce que il n'y a pas de moyen, il n'y aura jamais un moyen de réparer complètement ce qui s'est passé. On n'est pas Harry Potter, on peut pas tourner le petit sablier, remonter le passé. Donc, le seul moyen de réparer, pour le moment, c'est les dommages-intérêts. Je dis à mes clients, ça peut permettre effectivement de s'acheter, je sais pas, alors déjà de aussi payer les frais psychologiques et le suivi si jamais il y a besoin. Mais ça peut aussi être l'occasion peut-être de se payer un voyage pour mettre un peu des images positives dans la tête et d'oublier ça. Et puis voilà. Donc il faut pas avoir honte, mais ça souvent c'est l'avocat qui va s'en charger. Ça marche. J'ai Agathe encore qui pose une question. Est-ce que les peines encourues dans le cas de harcèlement de rue ou de viol sont plus dures si la victime est mineure? Oui. La circonstance que que la victime soit mineure, c'est toujours une circonstance aggravante. C'est toujours une circonstance aggravante, oui. Et encore plus si elle est mineure de moins de 15 ans, ouais. Okay. Toujours, dans toutes les infractions pénales, le fait que la victime soit mineure, c'est toujours une circonstance aggravante. Tout à fait. On continue un petit peu dans les questions. Justement, on en parlait rapidement tout à l'heure. Si je suis mal accueillie, par exemple, au commissariat et qu'on me dit non, il faut pas, on ne prend pas votre plainte, qu'est-ce que je peux faire justement? Alors, vous pouvez écrire effectivement directement au procureur de la République, mais moi, j'ai envie de vous dire aussi, ne soyez pas seul. Ne soyez pas seul face à ce déni de justice un peu qu'on vous oppose. Faites-vous entourer. Parlez-en. Il y a maintenant Ruelle qui fait de l'accompagnement aux victimes pour porter plainte. Donc, Ruelle peut vous aider. Il y a les associations d'aide aux victimes qui peuvent aussi vous aider, SOS Aide aux habitants, Viaduc. Il y a les avocats. Vous pouvez très bien aller voir un avocat qui peut aussi rédiger la plainte directement au procureur de la République, ou bien qui peut, si vous avez porté plainte, et se renseigner pour voir où la plainte elle en est quand ça commence à traîner. Donc surtout ne restez pas seul et ne restez pas sur cette mauvaise expérience. Faites-vous aider et dites-vous que vous tomberez peut-être sur quelqu'un de plus conciliant la prochaine fois. Mais il ne faut pas rester à cette mauvaise impression. Malheureusement, il y a des cons partout. Il y a des cons chez les avocats, il y a des cons chez les policiers. Voilà, ça, on peut pas l'éviter. Et du coup, si ma plainte, par exemple, j'ai porté plainte, ma plainte a été classée sans suite, pourquoi déjà et qu'est-ce que je peux faire contre ça? Alors, le classement sans suite, on peut aller à l'encontre de ce classement sans suite de deux manières. Alors, le problème, normalement, vous êtes déjà censé être informé du classement sans suite de votre plainte. C'est normalement une obligation. Je trouve que dans les faits, c'est pas toujours vraiment le cas. Enfin, les clients, alors, ou soit mes clients sont informés et ils ont oublié qu'ils ont été informés, ils me disent bah non, j'ai pas reçu d'informations alors que si, mais je pense que de temps en temps, les clients sont pas forcément informés, alors que ça devrait être une obligation. Il y a deux manières, en tout cas, de passer outre le classement sans suite. Soit c'est de faire appel de ce classement sans suite auprès du procureur général, près de la cour d'appel de Colmar. Vous lui écrivez en disant ma plainte a été classée sans suite à telle date et je suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Soit vous pouvez vous constituer partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, Madame Thoman, actuellement à Strasbourg, Sophie Thoman. Pareil, vous écrivez une lettre pour vous constituer partie civile.
Alors, avec la précision que je vais vous donner quand même, c'est dans ce cas-là, comme vous forcez un peu la procédure, vous devez payer une certaine somme d'argent, une consignation en fait, qui vous sera rendue si jamais la personne est poursuivie, condamnée, mais pas si ça débouche sur rien. C'est pour éviter aussi qu'une victime vraiment force une procédure quand il n'y a vraiment pas de preuves et il y a vraiment pas de possibilité de poursuivre. C'est pour limiter un petit peu ça. Mais donc, il y a des moyens de passer outre le classement sans suite. Et donc, quand c'est classé sans suite, en fait, c'est qu'il n'y a pas, selon le procureur, il n'y a pas eu assez de preuves, en fait. Alors, il peut y avoir plusieurs motifs de classement sans suite. Le plus généralement, ça va être ça. Ça va être le défaut de preuves, ou bien ça va être parce que les faits sont pas caractérisés. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire quelqu'un qui, par exemple, le fait de cracher sur quelqu'un, c'est quand même, ça peut être une violence, mais si la personne a craché finalement à 2 mètres de vous, ou bien vous dites oui, il a commis des violences, il m'a jeté son portable sur la tête, et que finalement le portable en fait il l'a jeté et que ça atterrit, ce qui est quand même un acte violent, mais et qui peut être condamné si c'est, on va dire, accompagné d'autres actes, mais si c'est juste si vous a envoyé effectivement le portable et que le portable a atterri à 2 mètres de vous, l'infraction va pas être caractérisée parce que vous n'avez pas été touché, donc vous n'avez pas en fait été agressé, même si ça peut être assez violent. Donc voilà, si l'infraction est pas caractérisée, ça va être écarté aussi. Ça peut être aussi quand finalement la victime va dire bon écoutez, pour moi c'est bon, on s'est réconcilié et que c'est pas non plus une infraction très très grave, mais que finalement un peu la paix est revenue, ça peut être un moyen de classer sans suite, ou bien parce que finalement ouais, je pense à des dossiers en fait en particulier, mais j'étais pas toujours d'accord vraiment avec le classement sans suite. En tout cas, c'est ça qu'on m'a dit. Oh bon, finalement, madame a retiré sa plainte, on lui a confisqué les armes, donc il y a voilà, en gros, c'est plus si grave, ça mérite plus forcément une réponse pénale, les parties se sont arrangées entre elles. Ça peut être des classements sans suite pour ces raisons-là aussi. Ok. Du coup, on a une dernière question qui avait été préparée, puis on a une autre après dans le chat. Comment ça se déroule une audience au tribunal correctionnel? Donc, première question. Et la deuxième qui est liée, est-ce que je devrais raconter à nouveau ce qui m'est passé? Ce qui m'est arrivé, pardon. Alors, une audience correctionnelle, donc vous êtes convoqué, vous avez donc le droit à un avocat aussi. Le président d'audience, le juge qui va présider l'audience, va en fait refaire l'instruction du dossier. C'est-à-dire, vous savez, le dossier pénal dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a les plaintes, il y a les auditions du prévenu, il y a les éléments d'enquête. Tout ça, le juge, il a ce dossier et il va faire un résumé en fait de l'enquête et de ce que chacun a pu dire. Il va donner après la parole au prévenu pour avoir de nouveau sa version des faits. Alors, il y a des prévenus qui restent sur exactement la même version des faits que la garde à vue, d'autres qui finalement, après réflexion, se disent qu'ils avouent, ils vont quand même reconnaître les faits au tribunal, ça dépend. Puis, justement, le président, le juge va demander à la partie civile si elle souhaite s'exprimer. C'est pas du tout une obligation. La partie civile peut laisser son avocat parler, ou peut, si elle veut dire quelque chose, elle en a tout à fait le droit à ce moment-là. Ensuite, c'est l'avocat de la partie civile qui va plaider et qui va porter la voix en fait de son client, expliquer justement tout le mal que la personne a pu ressentir et le préjudice, expliquer quel est le préjudice et demander des dommages et intérêts. Ensuite, c'est le procureur de la République, il y a beaucoup de monde, qui va requérir une peine. C'est lui qui est chargé, le procureur, c'est un magistrat également. Alors, c'est à la fois lui qui a dirigé l'enquête de police et c'est lui qui va requérir une peine. Il est là pour représenter la société, l'ordre public. Et c'est vrai que quand il y a une infraction qui est commise, quelque part, il y a deux victimes. Il y a la victime qui a subi, par exemple, l'agression, mais il y a aussi la société, parce qu'on aimerait vivre dans une société sereine et non avec
et non troublé, et avec un ordre public non troublé, on souhaiterait qu'il n'y ait pas d'agression. Donc voilà, le procureur est là pour représenter cette société qui a aussi été victime finalement de l'infraction. Et il va requérir une peine, donc il va dire, moi je souhaite que monsieur machin ou madame machin soit condamné à tant d'années de prison parce que je considère que c'est très grave ce qu'il a fait. Et voilà. Et après, le juge va se retirer pour prendre. Non, pardon. Il y a quand même l'avocat de la défense qui va plaider pour son client. Et le dernier mot est laissé toujours. On dit le dernier mot à l'accusé. Donc, dernier mot à la personne qui est poursuivie. Il va pouvoir rajouter encore quelques mots. Et après, le tribunal se retire et prend sa décision. Soit, souvent, au pénal, la décision est donnée immédiatement. Soit, elle peut, quand c'est des dossiers un petit peu plus compliqués, peut-être en matière de fiscalité ou autre, va être renvoyée. La décision sera donnée quelques semaines plus tard. Mais souvent, la décision est donnée immédiatement. Voilà comment ça se passe. Ça marche. Alors, désolée, j'ai encore un petit bug, mais on continue. On va essayer de rapidement conclure. On a encore 2 questions rapidement. Donc, on a comment et pourquoi porter plainte par rapport à du harcèlement de rue alors qu'on ne sait pas qui est le harceleur. Donc, pour le comment, on avait vu qu'il fallait donc soit aller à la police ou peut-être écrire un courrier auprès du procureur directement. Et pourquoi, du coup, porter plainte si on ne connaît pas son harceleur, si on peut faire un petit récapitulatif rapide. Oui. Typiquement, justement, pour le harcèlement de rue, vous ne connaissez pas, justement. C'est le propre, vous ne connaissez pas le harceleur. Et l'idée est là de... Alors, c'est là où c'est bien sûr que c'est assez compliqué, le harcèlement de rue, parce qu'il y a ce problème de la preuve qui est compliqué. Mais pourquoi porter plainte? Parce que vous êtes probablement pas la seule personne à qui c'est arrivé, parce que peut-être il y a des caméras, parce que peut-être il y a eu des témoins, et parce que peut-être cette personne, c'est pas la première fois, là, comme je le disais, qui commet des actes comme ça. Donc, si tout le monde, si toutes les victimes portent plainte, il y a un profil en décrivant, voilà, l'aspect physique de la personne, sa manière d'aborder, et si ça se répète, à un moment, il y a quand même moyen que les policiers le coincent. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le faire. Ouais, merci. Enfin, on a une dernière question. N'hésitez pas si vous avez vraiment une question importante à poser avant qu'on conclue. Donc, on a Nusha qui nous demande comment est-ce qu'on définit le harcèlement moral au sein d'une relation et quelle est la différence avec le harcèlement professionnel? Alors, c'est toujours... Alors, dans l'idée de harcèlement, il y a toujours une idée qui est commune, peu importe que ce soit professionnel, moral, sexuel. C'est une idée quand même de répétition. Contrairement au harcèlement de rue, d'ailleurs, qui est un petit peu à part, puisque le harcèlement de rue, un seul acte peut constituer le harcèlement. Mais sinon, en matière pénale, le harcèlement, c'est quand même une idée de quelque chose qui dure et qui se répète. Donc ça va être commun à tout. Comment le définir? Ça va être, alors j'ai pas le texte exactement sous les yeux, vous pouvez le googler, mais le harcèlement, ça va être voilà, des actes répétés qui vont porter atteinte au bien-être, à la santé, à la dignité de la personne. Je vous donne un exemple pour le harcèlement. Alors, par exemple, le harcèlement téléphonique. Le harcèlement téléphonique, typiquement, c'est la personne, la Cour de cassation dit, qui va vous appeler 200 fois par jour, le jour ou par exemple le jour ou la nuit à des horaires complètement indus, à 2 heures du matin, à 3 heures. Et même des SMS, c'est considéré comme du harcèlement téléphonique parce que ça fait du bruit, ça vous réveille. Vous voyez, il y a cette idée de constance, de répétition qui, à un moment, vous rend dingue parce que ça porte atteinte à votre santé même. Et pareil pour le harcèlement professionnel, alors moi je fais pas du droit du travail, donc je suis un peu moins calée là-dessus, mais c'est toujours cette idée de répétition d'un comportement et qui en fait met votre santé en péril. Au sein du couple, ça va être des remarques désobligeantes au quotidien, humiliantes, dégradantes, et qui sont répétées. Voilà, il y a toujours, en tout cas, le harcèlement, c'est toujours cette idée de répétition et qui porte atteinte à votre santé au final. Ok. Et du coup, Nusha nous demande justement comment on prouve ce harcèlement. Ah, mais c'est compliqué justement de prouver ce caractère répété.
Et c'est que tous les moyens de preuve dont on a pu parler, ça va être les témoignages, ça va être les textos, les écrits, la fréquence des appels. Moi, je fais souvent, pour prouver le harcèlement, alors ce que je connais le plus, c'est plus le harcèlement, effectivement, dans le cadre de relations conjugales ou d'ex, qui vont envoyer des textos. Et moi, ce que je produis, c'est des captures, ou bien qui vont appeler. Et en fait, je demande à mes clients, où est la caméra là, de faire des captures d'écran du journal d'appel qui montre que il a appelé à 14h02, à 14h03, à 14h04, à 22h03, à 22h et tous les jours. Et en fait, vous faites des captures d'écran comme ça du journal d'appel, ça montre la fréquence. Après, tout ce qui est vraiment au sein du couple, c'est sûr que quand c'est à la maison, c'est toujours plus compliqué. C'est bien le problème des violences conjugales aussi, c'est que cette sphère un peu qu'est la maison, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc témoignages, écrits, et après effectivement de raconter de manière circonstanciée tous les épisodes qui ont pu se passer, ça peut aussi être utile. D'accord, ça marche. Eh bien, on n'a plus de questions, donc je pense qu'on va pouvoir conclure. Ça fait une bonne heure. Excuse-moi, je te coupe. J'ai peut-être juste, moi, 2 précisions parce que des questions qui n'ont pas été posées, ça me semblait importante de les dire si ça te dérange pas. Hein. Je sais pas si on était au contraire. limité dans le temps. Une information que j'ai apprise aujourd'hui, pour vous dire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre tous les jours, c'est que il y a des associations d'aide aux victimes, par exemple SOS Aide aux habitants, peuvent apporter une cellule psychologique, monter une cellule psychologique quand vous êtes victime aux assises, à un procès d'assises. Ils peuvent vous mettre à disposition un psychologue qui va être pris en charge complètement par l'État pour aider les victimes quand elles sont renvoyées, quand elles sont convoquées aux assises, à supporter ce poids qu'est la cour d'assises. Je rappelle, la cour d'assises, c'est vraiment la cour criminelle qui juge les crimes les plus graves. Et j'ai demandé à cette association, ils le font aussi de temps en temps en tribunal correctionnel, notamment pour les infractions qui étaient normalement des crimes qui ont été correctionnalisés. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est une pratique qui peut se faire un viol, par exemple, va être finalement correctionnalisé avec l'accord des victimes pour ne pas passer devant la cour d'assises, mais de passer devant un tribunal correctionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez contesté par d'ailleurs les associations féministes, puisqu'on finalement on fait tomber un crime dans la catégorie des délits. Ça s'explique pour diverses raisons qui peuvent aussi être des fois, quand le dossier est peut-être un peu trop bancal pour les assises, être jugé par des jurés, ou parce que ça va être peut-être trop difficile d'être aux assises pour la victime. C'est encore plus compliqué pour la victime d'être aux assises parce qu'il y a des jurés, parce que ça va durer plusieurs jours et que là, elle va vraiment être interrogée et devoir là, pour le coup, obligatoirement raconter de nouveau ce qui s'est passé, contrairement au tribunal correctionnel. Donc voilà, il y a cette assistance psychologique qui peut être mise en place. Ça, c'était information numéro 1. Deuxième information, puisque personne n'a osé poser la question, c'est sur l'avocat et surtout les frais d'avocat qui font peur souvent aux gens qui n'osent pas aller voir un avocat parce qu'ils ont peur que ça leur coûte cher. Donc je pense que personne n'a osé me poser la question, mais il faut en parler. Je voudrais déjà vous préciser, et aussi ils ont peur des avocats, je ne sais pas pourquoi. Alors vous voyez ce soir, bon, j'espère vous avoir donné une bonne image, mais qu'il y a plein d'avocats qui sont jeunes. Je dis pas que les anciens sont pas bien, mais qui sont des gens comme vous, voilà, comme vous. On est des êtres humains exactement comme vous. On n'est pas des espèces on vit pas dans notre tour d'ivoire. On est des gens qui vivons dans la rue et qui partageons l'espace public avec vous. Donc il faut pas avoir peur, en tout cas, de ça. Il y a l'aide juridictionnelle qui existe pour les personnes qui n'ont pas de revenus. Vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle, donc les frais, finalement, vous n'aurez pas de frais d'avocat à payer, l'avocat sera directement indemnisé par l'État. Il y a des protections juridiques qui existent, c'est des assurances. Des fois, quand vous passez un contrat d'assurance type contrat d'habitation ou autre, vous avez en fait, sans le savoir, peut-être contracté une protection juridique qui est une assurance qui va payer l'avocat si vous avez un procès. Et pour les victimes, c'est pris en charge. Il y a pas, alors pour les auteurs non, du coup, mais pour les victimes, généralement c'est pris en charge. Donc faut pas hésiter. Et enfin, si vous payez, s'il n'y a pas de protection juridique et que vous n'avez pas le droit à l'aide juridictionnelle et que vous aurez effectivement des frais d'honoraires d'avocat à payer,
sachez que si l'auteur est condamné, non seulement il sera condamné effectivement à des dommages et intérêts probablement, mais également à prendre en charge vos frais d'avocat, au moins en partie. Donc finalement, c'est une avance que vous faites, mais que vous pourrez récupérer au terme du procès si la personne est condamnée. Si ça peut vous inciter à vous faire aider par un avocat, c'est quand même, quand on est partie civile, surtout plus on monte en grade au niveau des infractions, ça peut être utile de se décharger au moins de ce poids de stress de l'audience. Voilà, je fais un peu de la pub pour ma paroisse, mais c'est vraiment c'est assez désintéressé ce que je suis en train de dire. C'est que je pense que c'est une vraie plus-value pour les victimes et pour les auteurs aussi. Hein, d'ailleurs, j'encourage aussi les auteurs à prendre un avocat. Donc, voilà, c'est les petites précisions que je voulais apporter. On a eu d'autres questions. Après, on ne pourra pas tout répondre. Je pense qu'on refera encore un autre live à un autre moment, peut-être le mois prochain. Il faudra qu'on s'organise. Très rapidement, oui ou non. Est-ce que, je reviens sur le harcèlement dans le couple, par exemple, est-ce que, par exemple, de voir un médecin, un psychiatre, un psychologue, ça peut, et qu'il fasse une étude peut-être psychiatrique ou psychologique, ça peut être une preuve? Alors, oui, un certificat médical va toujours être une preuve. Après, des psys, ils refusent en général de délivrer des attestations assez circonstancées sur ce que vous avez pu dire, parce qu'ils sont soumis certains le font, d'autres non, mais comme ils sont soumis à un certain secret professionnel ou je sais pas, en leur déontologie, en tout cas, souvent, ils aiment pas trop les psys, ils vont dire, ou même les médecins, en fait, les attestations qu'ils vont faire, c'est madame ou monsieur est venu me consulter pour me faire part de faits d'harcèlement moral. Mais c'est bien de l'avoir. C'est effectivement une preuve qui peuvent être utiles, mais lui ne va pas dire, puisqu'il n'est pas témoin finalement direct des faits, il va pas se mouiller généralement en disant que vous êtes victime de harcèlement. Il va dire que vous avez dit que vous êtes victime. Mais ça reste une preuve intéressante, effectivement. Bonne question. Okay. On conclut avec 2 dernières questions. Donc, quels sont les risques qu'on encourt en diffusant la photo et le nom d'une personne accusée dans une affaire de harcèlement et de viol? Alors moi, je vous déconseillerais de le faire parce que je vous déconseillerais tant effectivement parce qu'il peut vous poursuivre, porter plainte pour diffamation. C'est une première chose. Et je vous le déconseillerais aussi parce que ça peut vraiment jouer en votre défaveur. Et ça, je le dis pour les appels à témoins sur Facebook. C'est bien, ça permet de libérer la parole, ça permet de constituer des dossiers. Mais je dirais que plus vous allez être précis sur la personne et le profil, bon, plus ça permettra peut-être de le reconnaître, mais ça peut avoir l'effet inverse, c'est que finalement n'importe qui aussi, enfin c'est ce qu'on pourra vous accuser de ça, n'importe qui pourrait se dire, bah oui, cet homme, je porte plainte contre cet homme, il m'a agressé, il était comme ci, il était comme ça, et finalement, ça permet à la défense de dire, bah oui, mais toutes les informations, elles étaient sur Internet. Donc, ça décrédibilise peut-être la plainte. Donc, moi, je déconseille fortement les appels à témoins. C'est très bien et ça permet vraiment de faire avancer les choses, mais ne donnez pas le nom, ne soyez pas trop précis pour laisser quand même donner assez d'indices pour que les personnes victimes puissent se reconnaître, mais pas assez pour qu'on puisse dire que c'est des menteuses ou des menteurs parce qu'elles ont fait que recopier l'appel à témoins sur Facebook. Il faut faire très attention. Ouais. Oui, effectivement. C'est très délicat comme sujet. Dernière question. Comment faire quand une personne met en public sur son Facebook des insultes en mettant le nom, prénom et le quartier de la personne visée? Une plainte a été déposée, mais la situation s'aggrave et rien ne bouge. Pour moi, c'est effectivement c'est une infraction, c'est de l'injure publique, je pense. Et effectivement, des fois, les plaintes mettent du temps à être traitées. Ça, je suis d'accord. En plus, Covid étant passé par là, le tribunal a quand même et le parquet a beaucoup beaucoup de dossiers en retard. La police, j'imagine que c'est un peu pareil. Donc, s'il y a des nouveaux faits depuis votre dépôt de plainte, si vous dites que la situation s'aggrave, eh ben redéposez plainte. S'il y a des nouvelles publications, chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, vous redéposez plainte. Et il faut pas hésiter à faire ça. Et il faut tenir un peu bon. Voilà, vous pouvez. Il y a aussi important. Au commissariat, il y a un bureau des plaintes. Vous pouvez appeler le commissariat et demander à être relié au bureau des plaintes pour savoir où en est votre plainte aussi.
si rien ne bouge. Mais je comprends très bien la frustration, même moi aussi ça m'énerve des fois quand il y a des choses que je trouve insupportables et que rien ne bouge. Je comprends très bien. Et pour le côté un peu psychologique aussi, parce que ça marque fortement psychologique, il existe des associations qui vous permettent de consulter un psychologue gratuitement si vous n'avez pas les moyens. Par exemple, SOS Aide aux habitants a des psychologues, donc n'hésitez pas aussi à les contacter. Il y a une autre infraction, d'ailleurs j'y pense, je suis désolée parce qu'on pourrait parler toute la soirée effectivement de ça, mais il y a une infraction qui est très courante et enfin, de plus en plus courante, je le remarque, et dont on n'a pas parlé, c'est le revenge porn. C'est le fait de diffuser des images intimes que vous avez prises quand vous étiez amoureux, etc. Tout était beau et tout. Et ben vous êtes plus amoureux et votre ex en fait menace ou le fait balancer des photos de vous, des photos intimes. Et ça c'est une infraction pénale, hein, le fait de diffuser sans votre accord, quand bien même vous étiez d'accord au moment où il a pris les photos. Le fait de les diffuser, sans votre consentement, c'est une infraction pénale. Et ça, c'est condamné. Vraiment, il ne faut pas hésiter à porter plainte pour ça. Et ça peut être très destructeur pour les victimes. Et la menace suffit aussi à porter plainte. Oui, il faut. Bah oui. Menace de diffusion, il faut le faire. Hein. Il faut pas hésiter, même si bien sûr c'est délicat encore plus d'aller au commissariat pour parler de ce genre de choses, mais il ne faut pas hésiter à le faire et c'est condamné. Ouais. Super, bah merci, ça fait quand même presque 1h20 qu'on est là, on pourrait en parler toute la soirée. C'est ça. Mais en tout cas, un grand merci à toi Anaïs, en tout cas d'avoir été là, d'avoir été aussi investie et puis d'avoir vraiment bien répondu aux questions de manière claire. Moi, j'espère que j'ai été claire, que j'ai... Ouais. Je sais pas. Bon, j'ai eu Merci. quelques bugs, mais je dois dire que pour ce que j'ai entendu, c'était vraiment clair. Merci à toi d'avoir organisé et pour tout ce que Ruelle fait en ce moment. Je pense que vous êtes vraiment moteur dans le fait que les choses sont en train de bouger à Strasbourg. Donc, bravo, un grand bravo encore. Ben, merci beaucoup. On va continuer. De toute façon, Je vois que vous êtes hyper actif. Je n'arrive pas à suivre. On est très actifs. Et puis, comme je pense qu'il y a peut-être d'autres questions, on se permettra peut-être de faire d'autres lives avec grand plaisir. ou avec d'autres juristes, si jamais. Et puis, merci à vous d'avoir participé dans le chat parce que franchement, vous avez été très, très nombreux à participer et c'était vraiment très intéressant. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, un bon dîner, un bon dodo et puis on se retrouvera bientôt pour un autre live. Merci Tiffany. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.